Prochain point à l'ordre du jour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre prochain conférencier clé, Yves-François Blanchet. C'est le chef du Bloc québécois. Avant de lui donner la parole, j'aimerais en profiter pour remercier le Bloc québécois, son porte-parole en matière d'agriculture, for your ongoing work in support. Pour ton travail continu pour soutenir le secteur agricole. Suite à ton intervention, tu pourras également accepter des questions du public. Le microphone est à toi. C'est à vous. Bien le bonjour tout le monde, et je me rassure d'emblée en observant qu'un certain nombre d'entre vous avaient des écouteurs, compte tenu du risque accru de faire des erreurs si je m'aventure en anglais, parce que on fait facilement des erreurs dans des sujets davantage spécialisés. Je me permets, il y a un côté, vous allez tous comprendre, self-serving, moi aussi de saluer le travail de Yves Perron. Lorsque j'ai confié le dossier de l'agriculture à Yves Perron, je savais que je confiais le dossier à quelqu'un de pugnace. Ceux qui, entre vous, parmi vous, reçoivent des appels insistants de Yves, dites-vous que ce n'est rien à côté de ceux que moi je reçois. Il est d'une insistance dans le sens de vos intérêts que moi-même je trouve remarquable et je l'en remercie beaucoup. Ceci étant dit, j'ai déjà été dans un gouvernement, parce que les chances que le Bloc québécois forme le prochain gouvernement du Canada sont toutes assez minces. J'ai déjà été dans un gouvernement, celui du Québec, et on disait à l'époque, les gens de l'UPA s'en amuseront, qu'un ministre de l'Agriculture ne survit pas sans l'appui de l'UPA. J'imagine que le ministre actuel s'entend bien avec l'UPA. C'est dire l'importance, indépendamment de la boutade politique, c'est dire l'importance absolument exceptionnelle de l'agriculture dans notre réalité, dans nos vies, et dans nos vies expressément politiques. C'est dire l'incarnation de la réalité de nos régions, mais pas seulement de nos régions, de la réalité de l'assiette, fût-elle typiquement montréalaise, torontoise ou de Vancouver, de ce que vous êtes et de ce que vous faites. L'actualité a cette fâcheuse habitude d'imposer ses thèmes. Et pendant qu'on est sur le chemin Roxham ou l'ingérence chinoise et que sais-je d'autre, on met de côté dans nos discussions d'autres sujets qui ne sont pas moins importants et qui, sur le long terme, le sont peut-être davantage. Le fait que vous soyez ici nous permet, nous oblige, d'une façon tout à fait saine, à nous reconcentrer sur un sujet qui, fût-il moins sexy dans l'actualité, est fondamental. Je veux l'aborder rapidement sur 5 axes pour que nous ayons du temps pour échanger. Le premier, il sera relativement court, mais il est incontournable, évidemment, l'enjeu de la main-d'œuvre. Je me permets de rappeler, et ça n'aurait rien coûté politiquement de le faire. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait, qu'on a suggéré d'alléger la procédure de cette vérification un peu fortuite, un peu bidon, de dire est-ce que le travailleur étranger temporaire viendra prendre l'emploi d'un bon Canadien? Comme si le gouvernement fédéral avait oublié qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça ne veut pas dire de renoncer à toute espèce de vérification, ça veut dire de l'alléger. Les entreprises agricoles de dimension québécoise ou canadienne en général, dans bien des cas, sont des entreprises davantage de proximité, même si la moyenne est quand même vers des entreprises plus grosses. Ce sont des entreprises qui sont plus proches de leur réalité et de leur milieu. Ça fait donc une entreprise avec un bassin de main-d'œuvre un peu moins important et donc des entreprises qui ont moins de ressources à consacrer exclusivement à la gestion et à l'administration, dit autrement, au remplissage de papier. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des mesures qui feraient en sorte que, par exemple, les permis de travail soient automatiquement renouvelables une année après l'autre
Un permis de travail durerait 3 ans. À la fin de la première année, on ajouterait la 4e. À la fin de la 2e, on ajouterait la 5e, de telle sorte qu'on aurait une prévisibilité, une continuité. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer des mises en commun, compte tenu de la saisonnalité de beaucoup des activités dans l'agriculture québécoise, de faire en sorte que des travailleurs qui viennent au Québec puissent passer telle partie de la saison dans telle culture, dans telle entreprise, puis après dans l'autre, de telle sorte qu'on aurait un bassin stable, constant et prévisible. Est-ce que ce sont des solutions absolues et finales? Probablement pas. Mais est-ce que ces propositions-là mériteraient au moins qu'on en parle? Vous savez, ce n'est pas un enjeu profondément partisan, là. C'est des solutions ou des pistes de solutions présentées avec une certaine humilité qui se mettraient au service de ce que sont les entreprises agricoles. Et j'appelle le gouvernement à ouvrir cette conversation-là. On fait des propositions dont le Parlement peut s'emparer et à partir de ce moment-là, elles ne nous appartiennent plus. Un autre thème, il est assez crucial, il revient tout le temps, c'est celui de l'environnement. L'environnement, c'est plusieurs choses. C'est la nécessité pour l'ensemble de la planète et nos sociétés respectives de s'ajuster à une préoccupation qui désormais anime le quotidien de nos concitoyens. C'est pour beaucoup être en mesure de communiquer le fait que les entreprises agricoles, en particulier de plus petite dimension, à échelle davantage humaine, non seulement sont sensibles aux enjeux environnementaux, mais sont souvent animés, possédés et administrés par des gens qui sont, permettez-moi de le dire, souvent plus écologistes que le ministre de l'Environnement. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas pourquoi? Parce que l'exécution, la réalisation, la mise à niveau que ça prend aux entreprises agricoles pour rencontrer ce que sont nos espoirs en matière environnementale demande des investissements. Ça demande de l'argent. Et on dit aux mêmes entreprises, en passant, pour celles qui sont sous régime de gestion de l'offre, et Dieu sait que c'est important au Québec, on va vous couper 2 3 3,25 de vos revenus relatifs au marché, à l'ouverture des marchés, à l'admission sur nos marchés de produits étrangers. Pendant qu'on coupe vos revenus dans l'espoir d'hypothétiques compensations, on vous dit qu'il faudrait que vous investissiez encore davantage que ces sommes-là pour rencontrer des normes environnementales. Il y a là une incohérence répétée à de nombreuses reprises. Il faut des programmes, encore une fois, prévisibles, à long terme, avec des objectifs dans l'élaboration desquels vous aurez été clairement partie prenante. Un autre élément, le mot prend des sens divers, la résilience alimentaire. Au Québec, longtemps, puis ça a été utilisé ailleurs, on parlait de souveraineté alimentaire. Et lorsque Yves est arrivé avec l'idée d'utiliser plutôt chez nous, dans notre propre programme, le terme de résilience alimentaire, j'étais bien content. Non pas que je ne sois pas souverainiste, j'imagine, vous aurez compris qu'il m'arrive de souhaiter la souveraineté du Québec. Mais justement parce que ça créait une forme de confusion. Confusion sur le sens. Le principe de résilience alimentaire n'est pas un outil de promotion de la souveraineté des uns ou des autres, mais bien un outil de promotion d'une approche qui nous permet de maximiser sur notre propre marché la consommation de nos propres produits, ce qui m'apparaissait éminemment légitime. Et le mot résilience implique le mot durée, le mot durabilité. Un autre élément qui apparaît aussi assez fondamental est celui de la réciprocité. Je mentionnais un peu plus tôt que les entreprises québécoises sont, pour un même secteur d'activité, beaucoup plus petites que les entreprises américaines, qui, elles, sont plus petites, dans bien des cas, que les entreprises chinoises. On a tous vu récemment, d'ailleurs, ces espèces de méga immeubles que la Chine veut construire pour faire des élevages porcins en pleine ville. C'est correct, c'est un modèle, ça leur appartient. Mais les entreprises québécoises, et dans bien des cas canadiennes, sont plus petites. Et elles sont assujetties à des règles, à des normes, à des paramètres, à un niveau de sécurité et d'innocuité alimentaire plus élevé que ceux d'entreprises qui non seulement bénéficient de l'économie d'échelle d'être beaucoup plus grosses,
mais bénéficient d'un climat souvent plus favorable. On impose, et c'est tout à fait correct de le faire, des paramètres aux produits de consommation alimentaire sur le marché canadien, des paramètres qui vont assurer la sécurité et contribuer à la santé publique. Le voisin concurrent, qui pense davantage en termes de volume, y est moins ou n'y est pas assujetti. Et tant qu'on n'a pas une réciprocité dans les normes sanitaires en particulier, dans le type de médicaments, dans le type de différents éléments qui composent l'ensemble des comportements agricoles, bien, les entreprises québécoises et canadiennes sont souvent en position désavantageuse. Or, c'est seulement dans le contexte d'une équité à cet égard-là qu'on est capable d'envisager un élargissement d'ouverture mutuelle des marchés. On n'ouvre pas mutuellement des marchés lorsqu'un des joueurs, par sa taille, sa dimension ou ses normes, est désavantagé par rapport à l'autre. Et encore ici, on est dans un enjeu qui s'apparente à la résilience, en ceci qu'il faut l'envisager et le considérer sur la longue durée. Enfin, évidemment, vous me permettrez d'être très fier que C282 progresse très bien. Et je ne mettrai pas un doute. Je vais y mettre un espoir. On ne veut pas que le fait que C282 sur la protection de la gestion de l'offre lors de futures négociations commerciales, qui reçoit l'appui dont la ministre a dit à Yves et à moi personnellement que c'est un appui sincère, ne reçoivent l'appui que dans un processus où ça va très bien, on va aller en comité, comme la dernière fois, on va sortir du comité, ça peut devenir long. Oups, on est en élection. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut procéder rapidement. Il faut qu'on sorte vite du comité. On part de la même affaire de la même manière que la dernière fois. On devrait être capable de le faire vite pour revenir rapidement sur le plancher du Parlement et faire bel et bien, adopter et faire bel et bien une loi de ce qui protège l'avenir du modèle de la gestion de l'offre. Il offre, lui aussi, et encore une fois, une prévisibilité, une pérennité, une assurance de qualité, une assurance que les prix resteront raisonnables. C'est un outil extrêmement précieux qui connaît un succès considérable. Et c'est dans ce même esprit qu'il faut élargir la réflexion. Les mots changent de fois en fois, mais peut-être doit-on élargir au-delà de la seule gestion de l'offre. La réflexion que nous faisons comme État lorsque nous nous engageons dans la négociation d'une entente à caractère commercial. J'en parlais avec Marcel Grelot il y a quelques minutes à peine, que je salue, parce qu'on a eu de nombreuses années à différents titres de collaboration. Ça existe dans le domaine de la culture, et à l'époque, c'est une ancienne vie, j'étais à la DISC au Québec lorsque l'idée d'une convention sur la diversité des expressions culturelles a fait son chemin jusqu'à exister. Moi, je pense qu'en termes de politique sociale, en termes de politique fiscale, en termes de politique environnementale, mais d'abord et avant tout, en termes de politique agricole, il faut que chaque État préserve sa capacité de protéger le modèle qui est le sien, les entreprises qui sont les siennes, parce que l'agriculture n'est pas un secteur économique comme les autres, et ce n'est pas seulement à cause de son poids, c'est à cause qu'il définit, dans un environnement donné, l'identité même des communautés. Et il assure la préservation de choix collectifs dans l'ensemble de toutes les couches qui constituent une population. Une réflexion qui est peut-être sur le plus long terme, mais on l'a vu dans le cas de la diversité culturelle, on l'a vu dans le cas des enjeux de l'autonomie autochtone, de l'indépendance, de la souveraineté, du droit à l'autodétermination des nations autochtones, qu'on peut faire cheminer ce type de traités internationaux, amener jusqu'au plus haut niveau, qui est l'Organisation des Nations unies, et nous donner, sur un ensemble d'enjeux, des outils qui assurent la pérennité de nos modèles et de notre identité. Autour de ces 5 axes, je pense que se développe une vision de l'agriculture, d'abord chez nous, bien sûr, au Bloc québécois, pour le Québec. Mais
je reste convaincu que sur un très grand nombre d'enjeux, et on est ici pour le dire, le démontrer et le vivre, les enjeux purement canadiens ou purement québécois sont énormément communs. Et quel que soit l'avenir qui nous est réservé, ça va rester le cas. Et que les collaborations doivent se maintenir, se préserver. Alors, sur ce, si certains d'entre vous avaient des questions, je ferai de mon mieux pour paraître le moins mal possible. Bonjour, M. Blanchette, doyen de l'Union des producteurs agricoles. Vous avez fait état du dossier de la réciprocité des normes d'importation pour les produits importés. Moi, je suis un petit peu vieux, là, puis ça fait 25 ans qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'en parler et de le régler? Et puis comment on peut faire pour vous aider à y arriver? C'est fort intéressant. Vous savez, à chaque fois qu'on est confronté à un insuccès en politique ou au risque d'un insuccès en politique, on se fait dire, mais qu'est-ce que vous allez faire s'il ne veut pas? On est en démocratie. Il y a quelques ingrédients de la recette en démocratie qui finissent par marcher. Le plus grand nombre de personnes qui disent la même affaire de la même manière. Il y a des dossiers d'actualité, on ne s'y égarera pas, où le premier ministre, d'après moi, est sur le bord de faire quelque chose qui ne tente pas pantoute. Et pourquoi il va le faire? Parce qu'il n'y a pas le choix. Pourquoi est-ce que Yves aura réussi à faire progresser C-282? Parce qu'il devenait très clair qu'il y avait un très, très large consensus autour de ça et que, politiquement, de ne pas le faire allait coûter quelque chose. Il faut faire en sorte, sur un enjeu qui est tout aussi fondamental, à mon avis, faire en sorte que tous les gens concernés parlent suffisamment d'une même voix, de la même manière, au même moment, pour que le gouvernement se dise, surtout minoritaire, qu'il est obligé de prendre ça en compte. Il faut reconnaître le défi. Le voisin est assez peu conciliant, a des réflexes de repli qui viennent rapidement, et en particulier en matière de lait et de bois, ferme facilement la porte ses doigts de quelqu'un qui prétend être son partenaire. Et quel que soit le gouvernement qui est là, la pression de certains milieux au niveau électoral, puis regardez la carte électorale de la victoire de Joe Biden à la dernière élection, vous allez voir que ce ne sera pas si facile que ça. Parce qu'en effet, les régions agricoles, les régions du Nord, les régions laitières des États-Unis n'ont pas passé fort, mais ils ont viré démocrate, il va vouloir les protéger. Donc, c'est une espèce de chantier où il faut rester cohérent et très patient, trop patient peut-être, mais il n'y a pas d'autre manière. Il y a le moins pire des systèmes étant la démocratie, il n'y a pas d'autre manière. Mais un gouvernement minoritaire avec une balance du pouvoir forte à des gens qui y croient, c'est une bonne formule. Bonjour, je suis Tyler Fulton de la Canadian Cattle Association et vous y attendez peut-être. Je suis en désaccord par rapport à cette approche qu'est le projet de loi C-282. Particulièrement, si vous faisiez un sondage des denrées axées sur l'exportation, ces denrées diraient qu'un des avantages de l'exportation de leur production, c'est une sécurité alimentaire accrue au Canada parce qu'on accroît la capacité et on crée du coup plus de résilience. Alors je veux dire que sous sa forme actuelle, là où le projet de loi parle de façon explicite des denrées sous gestion de l'offre et de rien d'autre, je pense que ça sert de fer de lance pour diviser l'agriculture et que ça ne sert pas à répondre aux besoins de toute l'agriculture au Canada. Bon, ça ne veut pas dire que la gestion d'offres n'a pas de valeur. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'elle a sa valeur, mais je pense que d'enlever
un des enjeux de toute la table de négociation, c'est faire fausse route. Vous me permettrez de répondre surtout en français parce que c'est difficile autrement. Sur une base tout à fait judicieuse en parlant de l'impact sur les marchés d'exportation. Et je pense que ce que nous devons trouver est un équilibre entre la capacité et la volonté des différents secteurs agricoles, dans certains cas, de nourrir nos propres populations avec des critères, des paramètres, des niveaux de qualité, des niveaux de protection de l'intérêt public qui lui sont propres, nommément l'industrie laitière, et d'autres secteurs qui, bien sûr, sont basés sur l'exportation. Vous comprendrez, sans que ce soit un procès d'intention à personne, que ma grande crainte, c'est qu'on ne sacrifie les uns au bénéfice des autres. Si on n'assure pas une protection au modèle de la gestion de l'offre et au modèle agricole québécois, pas seulement québécois, canadien aussi, en termes de production et de commercialisation des produits laitiers, le modèle va s'étioler, les normes vont s'abaisser, se rapprocher de celles du voisin, la capacité d'être concurrentiel sur notre propre marché va aussi s'affaiblir. Oui, il y a des secteurs qui vont profiter d'une plus grande facilité d'exportation, au bénéfice d'un modèle uniformisé qui ne sert pas la spécificité agricole, notamment québécoise. Mais je concéderais assez facilement qu'on peut développer des positions qui vont le moins possible défavoriser les uns au bénéfice des autres. Parce qu'en effet, on aurait intérêt à parler d'une seule voix pour qu'il n'y ait pas ce wedge que vous mentionniez. Président de l'UPA. Eh bien, moi, j'étais là pour vous féliciter pour le C-282. Dans un premier temps, parce que les autres partis ont appuyé, mais c'est vous qui l'avez déposé en tant que parti. Et sur la réflexion qu'on vient d'avoir, sur le questionnement qu'on vient d'avoir, ici à la FCA, je pense qu'on a tout le temps eu un rêve aussi, c'est d'avoir des fermes partout dans chacune de nos ruralités. Puis le système de gestion de l'offre le permet, ça. Il ne vient pas à l'encontre au niveau de l'exportation, bien au contraire. Moi, je vais vous amener plus, M. Blanchette, sur la question, un coup qu'on va répondre à tous ces enjeux-là que vous avez mentionnés, qui sont au niveau canadien ou québécois, peu importe. On a des enjeux de transport qui sont au niveau de l'Ouest canadien. Dans l'Est, c'est d'autres enjeux. Il y a des enjeux qui sont vraiment semblables, environnemental, changement climatique. Mais le gros enjeu qu'on a par rapport à nos jeunes qui veulent prendre la relève de nos entreprises ici au niveau de la FCA, puis canadien, puis québécois, c'est le soutien monétaire. Plusieurs partis sont venus ici nous dire que c'est important l'agriculture, l'agroalimentaire. Et je vais prendre l'exemple à Paul, question bien concrète. Comment qu'on fait pour avoir plus de budget côté de l'agriculture, entre autres, ou de l'agroalimentaire, parce que c'est ça qu'on a besoin ici, d'avoir un soutien beaucoup plus important par rapport au rôle qu'on joue. Merci. Ici, rapidement, dire trois petites choses. La première, les intérêts de certains enjeux de l'Ouest canadien sont souvent différents de ceux du Québec, mais ça, on nous dit ça aussi dans d'autres sujets. Vous devriez voir, c'est comme c'est particulier lorsque je rencontre les gens, par exemple, des francophones hors Québec, comment on se rend compte que, même si a priori, on nous divise en disant que ça ne marche pas ensemble, on se rend compte qu'on est très souvent à la même place. Et je pense que c'est possible, justement, d'arriver à ce genre de consensus-là. Deuxième élément, le mérite de C-282, là, chicanez-moi pas, moi, je le mettais moins dans les priorités que Yves. Il a été tellement insistant qu'on a bougé à la vitesse qu'il le souhaitait. Puis il y a 2-3 personnes qui ont eu des petits doutes et il nous a tous prouvé qu'on avait eu tort. On a suivi le plan de Yves et on est là où on est rendu avec des chances très raisonnables que ce soit en effet adopté. Parce que je ne voulais pas parler trop longtemps, dans ma liste de 5 sujets, je n'ai pas retenu la relève. J'ai failli, on l'aime celui-là, on en parle souvent. Encore une fois, je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mon allocution, l'enjeu de la dimension des entreprises au Québec fait qu'on les gère différemment. On n'est pas dans des grosses corporations qui, sur la base d'un modèle industriel conventionnel, vont voir un mouvement dans l'actionnariat, dans la main-d'œuvre, dans les équipes de gestion. On est dans une dimension d'entreprise qui non seulement
a des équipes administratives moindres, mais qui aussi a encore, dans bien des cas, une volonté de relève ou de transmission des entreprises. Et il y a eu des progrès sur la transmission des entreprises, mais la capitalisation nécessaire pour acquérir des entreprises agricoles de nos jours, c'est épeurant. C'est épeurant pour une jeune famille qui veut s'y aventurer. Il faut donc, si on veut préserver notre modèle, en effet, qu'on diminue le niveau de contrainte et l'accès au capital de risque pour un modèle qui, de toute façon, est largement connu, qui peut donner au regard de l'État ou des institutions financières le type de prévisibilité et la valeur des actifs nécessaires pour donner aux gens de la relève les outils financiers nécessaires pour aller de l'avant. Voilà. Je comprends que je vous dis merci maintenant. Merci beaucoup. Au plaisir.